Eh bien bonjour. Donc nous allons lancer cette édition en complément de toutes les informations de ce matin. Donc je voulais savoir si déjà les partenaires. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, eh bien, écoutez, bonjour. Eh bien, bienvenue donc, dans cette édition Smart City BIM. L'objectif étant de définir un petit peu les axes tels que vous les voyez. Donc, on a un public assez large. Donc, aujourd'hui, on est dans une dimension qui est complètement digitale, on le voit. Donc, dans cette dimension digitale, eh bien, on va essayer de parler un petit peu du lien de la Smart City et de BIM. Et donc, pour la plupart, vous êtes basés à Marseille. Moi, je suis angevin. Donc, angevin, un grand projet qui a été lancé de la Smart City juste avant cette période qui, à mon avis, va nous ralentir. Donc, bien, je m'adresserai peut-être en premier à Paul-Emmanuel Boireau de la société Engie, puisque c'est Engie qui vient de prendre ce marché. Et je crois que c'est à point nommé justement pour faire le lancement de cette table ronde. Alors, Paul-Emmanuel Boireau, donc, vous êtes le responsable Smart City Solutions. Alors, comment voyez-vous les choses aujourd'hui sur ce marché de la Smart City? Écoutez, il est en plein. On peut dire que c'est un marché qui est en pleine effervescence. De plus en plus de demandes de territoires qui souhaitent aller vers une digitalisation de leur patrimoine pour aller chercher plus d'informations pour leurs services techniques et également pour proposer plus de services aux occupants, aux habitants. Donc on a remporté le groupe Engie la digitalisation du territoire d'Angers, leur métropole. Et puis on travaille sur différentes métropoles également pour soit numériser du patrimoine sous maquette, soit intégrer des systèmes d'information qui soient typiquement des flux de caméras vidéo ou d'autres informations pour en faire un jumeau numérique. Le jumeau numérique, en fait, on l'entend comme un amalgame entre des données statiques, typiquement des données BIM, et puis des données dynamiques qui sont soit de flux de data qui existent mais qui sont silotés, soit qui sont issus des automatismes qu'on retrouve par le biais de capteurs sur ces territoires. Puis on a aussi des données à troisième ordre qui sont des données humaines qui sont remontées par les occupants. Je crois que vous abordez le sujet du jumeau numérique qui est la matérialisation en fait de ces fameux silos. On sait pertinemment que la Smart City aujourd'hui, la force de la Smart City, c'est surtout et avant tout une fonction transverse. Donc on parle de la société Cyradiel que je connais bien, hein, donc où vous mettez en place donc toutes ces données silos et qui permettent justement de donner aussi un axe de pédagogie. Donc on a parlé d'Angers puisque c'est le plus récent. Est-ce que vous pensez qu'il y a de nombreux territoires qui aujourd'hui vont pouvoir se lancer sur un projet de Smart City et à partir de quel élément ils vont démarrer? C'est une vaste question. J'ai pas forcément la réponse, mais c'est vrai que on voit que les initiatives se multiplient. On le voit sur, alors c'est pas forcément en France, mais à Monaco. On le voit sur la métropole lyonnaise. On le voit de plus en plus sur des demandes d'appel d'offres sur la région parisienne. Donc, il faut tout d'abord une motivation politique, et pour cela, il faut comprendre à quoi ça va servir finalement. Et donc, voilà, on travaille en termes de préconisation avec ces territoires pour leur faire comprendre quelle est la valeur finalement de ce jumeau numérique, pour que ce ne soit pas un gadget et qu'ils puissent s'appuyer sur de la donnée pour pouvoir donc proposer plus de valeur. Alors, justement, donc on parle le cœur de la ville, c'est avant tout l'aménagement des bâtiments, donc pouvoir récupérer de l'information de bâtiments, pouvoir faire du préventif, pouvoir également analyser. Donc là, il y a une démarche qui est faite au travers de Euroméditerranée. Hein, donc Jean-Christophe d'Aragon, bonjour. Donc vous êtes un peu l'expert métier de cette notion de ce qu'on appelle le BIM, donc comprendre les bâtiments, mais ce projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu
à votre poste et ce que vous faites au sein du Méditerranée. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je suis responsable innovation développement durable au sein de l'EPA Euroméditerranée, qui est une opération d'aménagement donc à Marseille, pour faire simple, entre le Vieux-Port et les quartiers nord de Marseille. Euh, un des secteurs qui a beaucoup bougé ces dernières années et qui continue d'avancer avec notamment des livraisons assez récentes comme la Marseillaise ou des landmarks comme ça qui permettent un peu d'identifier le projet. Donc mon action, moi, au sein de l'EPA, elle est transverse puisqu'on j'interagis sur l'ensemble auprès de l'ensemble des directions de métier pour essayer d'intégrer des innovations, qu'elles soient méthodologiques ou des services que l'on est susceptible d'intégrer dans la ville et dans le bâtiment, euh, dans le cœur de notre projet d'aménagement et de construction. Donc c'est un métier qui est vachement intéressant parce on est en relation avec un nombre très varié de parties prenantes, les grands groupes de l'énergie, les opérateurs immobiliers bien évidemment, les gestionnaires techniques et les collectivités. Et donc on voit qu'aujourd'hui le BIM peut avoir cet intérêt de désiloter d'une certaine manière cette gestion du bâtiment et de la ville. En tout cas, à mon sens, c'est un des facteurs clés pour faire en sorte que ce marché de la Smart City et derrière du BIM puisse un jour exister. Voilà. Alors justement, vous l'avez présenté aussi, développement durable, donc on parle du bâti, le bâti existant, avec une profonde mutation aujourd'hui dans les schémas de développement de la Smart City, donc du prédictif avec la création des jumeaux numériques, mais tout ça s'inscrit dans un schéma qui est le développement durable. Donc c'est aussi de mieux vivre, on parle du schéma 15 minutes des villes, hein, de pouvoir être proche à 15 minutes, de réduire la mobilité, et c'est vrai que Marseille est une ville qui est en profonde mutation depuis des années. Donc, comment vous appréhendez ce domaine de l'innovation dans la partie bâtie, dans la partie déplacement? Alors, nous, on a la chance d'adresser un secteur relativement important, hein, puisqu'on est sur un secteur qui fait 100 hectares. À terme, ce sera l'équivalent d'une ville moyenne qui sera livrée, avec un quartier d'affaires, un quartier de gare, un quartier beaucoup plus mixte. Donc on a une diversité de tissus et une taille significative qui nous permet quasiment d'embrasser toutes les grandes thématiques de la construction et de l'aménagement, peut-être à l'exclusion des transports en commun qui se pensent là plutôt à l'échelle métropolitaine. Et donc nous, notre approche, c'est de dire déjà l'innovation doit être contextualisée aux enjeux locaux et aux spécificités locales. C'est quelque chose de très important. Qui nous a différencié un peu des autres territoires qui sont partis très tôt sur des géologiques très technologiques. Et donc nous, on a fait un peu ce pas de côté dès le départ en disant, bien sûr, il faut la technologie. Et dans la technologie, bien évidemment, il n'y a pas que le digital, hein, mais le digital en fait partie. Bien sûr, il faut la technologie, mais il faut une technologie qui réponde à un usage, qui réponde à des contraintes. Et donc, il faut savoir aussi replacer la technologie à sa juste place par rapport à ces enjeux locaux. Et donc, sur Marseille, on identifie vraiment 3 spécificités qui peuvent nous différencier de villes plus nordiques, qui sont bien évidemment le climat, la sociologie, puisqu'on est sur une ville qui a une mixité de population assez intéressante, et puis aussi les contraintes économiques qui pèsent tant sur les ménages que sur les collectivités, où cette équation économique est peut-être un peu plus contraignante à Marseille que dans d'autres grandes métropoles françaises. Et donc cette équation, on essaye de la résoudre en intégrant l'innovation comme un facteur clé de réussite de notre projet, c'est-à-dire ne soyons pas dans une logique de copier-coller de ce qui a marché ailleurs en pensant que ça va marcher dans ce contexte un peu particulier, mais inventons nos propres modèles. Et c'est là où le BIM est intéressant, et le SIM, c'est que du coup, ces modèles qui nécessitent quand même pas mal de modélisation, de conceptualisation, des itérations entre les différentes parties prenantes, nécessitent très souvent du temps. Et là, avec le BIM, on arrive à démultiplier les scénarios, les études, et donc ça nous permet de gagner en efficacité et en modélisation. Il est clair qu'aujourd'hui, on
on a bien conscience que chaque territoire part de son ADN. Les besoins d'une ville en bord de mer ne sont pas les mêmes qu'en montagne, et donc il faut partir de l'ADN. Également, ce que vous avez situé, qui me semble important de relever, on parlait de Smart City, on parle toujours de Smart City, ce sont des moyens. Aujourd'hui, on parle de ville intelligente, donc on parle bien d'usage de ces moyens. On parle de territoire intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas que la ville, une dimension de la ville, c'est pas réservé aux métropoles. Aujourd'hui, on a pas mal de petits projets qui naissent en France, accompagnés par la Caisse des dépôts et consignations sur justement des projets relativement simplifiés. Donc, c'est un peu le parallèle de tout ça. Donc, le BIM est au cœur, puisque c'est ce qui permet de faire ces projections, c'est ce qui permet d'anticiper et de prendre un outil décisionnel. Et là, je crois qu'il y a Philippe Sageot, donc d'IBM, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous a adressé une petite vidéo que je vous invite à regarder. Je crois que l'analyse va nous permettre de rebondir sur les besoins. Donc, Régis, si nous pouvons passer la vidéo de Philippe Sageot, qui est l'acteur Smart City IBM. Bonjour, Philippe Sageot. Je suis vice-président métropole. J'ai été en charge du programme Smart City pour IBM et je suis aujourd'hui le point focal pour la ville et le numérique. Et donc, permettez-moi de partager avec vous notre point de vue tel que nous le voyons aujourd'hui chez IBM et tel qu'il peut apporter de la valeur au territoire et aux acteurs du territoire. Bien, la première chose est de basculer finalement du concept de ville intelligente vers ville plus durable. Car il y a 10 ans, on parlait de ville plus intelligente, on était au balbutiement de l'usage de la donnée pour la ville, on parlait d'optimisation, de rationalisation, de plateformes de données, qui étaient souvent des solutions fermées, et on a évolué avec l'objectif de considérer que la ville intelligente, c'était surtout la ville plus durable, meilleure à vivre, et que la donnée et le numérique étaient des outils qui allaient aider à ce qu'elle puisse le devenir, malgré l'augmentation de la population et la densification urbaine. Il y a eu des plateformes d'innovation publiques-privées. L'ouverture des données est arrivée dans les années 2014-2015, d'abord pour la transparence, et ensuite pour partager cette donnée et co-créer. Et enfin, aujourd'hui, beaucoup d'importance, et c'est normal, est donnée à la participation du citoyen qui veut participer, la co-création, la concertation, et un point qui est devenu extrêmement important est l'inclusion, puisqu'en France, à peu près 13 millions de gens sont dans une situation dite d'électronisme, c'est-à-dire de difficulté à aller au bout d'un processus numérique au travers d'une application. Et donc, il faut absolument que tous les usages qui vont être développés puissent intégrer cet aspect d'inclusion. En bas, vous voyez qu'il y a eu toute une évolution des technologies, du big data jusque, en ce moment, l'arrivée de la 5G, qui d'ailleurs amène de nombreux débats et qui doit faire partie de cette concertation, de cette participation et de la démonstration qu'il n'y a aucune crainte à avoir sur ces technologies qui amélioreront encore les usages. Et le cœur de tout ça, c'est bien sûr la donnée. Alors, ce qui est important de voir, c'est le rôle de la collectivité dans ce chemin, finalement, vers la ville plus durable. Elle doit bien sûr se focaliser sur l'expérience de ses habitants. Mais, par définition, il existe déjà plein de choses. Il existe des délégations de services publics, il existe des régies de l'eau, du transport, il existe des opérateurs énergétiques, des gestionnaires de parking, tout un tas d'acteurs, publics ou privés sur le territoire, qu'il faut coordonner et qu'il faut orchestrer. Alors pourquoi? Tout simplement pour déjà ne pas être dépassé. Si l'on prend Paris, il y a encore 3 ans, était complètement dépassé par l'explosion de la mobilité et notamment des opérateurs de trottinettes qui envahissaient les rues au risque et au péril de chacun. Pourquoi finalement laisser un Waze piloter les choix de mobilité urbaine et de politique de déplacement dans la ville? Donc c'est pour ça que la ville doit devenir un orchestrateur. Faciliter cette relation avec les habitants, qui d'ailleurs aujourd'hui veulent aussi interagir de façon numérique, et trouver ces nouvelles solutions qui vont aider, comme on le dit sur cette planche en bas à droite, aller du point A au point B, comment mieux consommer localement,
comment apporter plus de sécurité? Puisque finalement, c'est ces questions qui se posent aux habitants et non pas les solutions verticales que traditionnellement toutes les collectivités ont à mener. Et dès qu'on est parti dans cette réflexion, se pose la question des capteurs, des données, celles qui sont présentes, celles qui manquent, sachant que 93% de la donnée aujourd'hui n'est pas utilisée, donc il y a un énorme travail là-dessus. Quelles données ensuite et quels outils on va appliquer ces données pour en tirer de la valeur. Alors délibérément, j'ai voulu prendre des références sur ce qui a été fait, sur ce que nous faisons, et nous irons un peu plus sur l'aspect mobilité, qui est une des grandes thématiques finalement de la ville plus durable. Alors nous avons déployé des plateformes de services pour couvrir des besoins, par exemple avec Veolia, un partenariat industriel pour créer le jumeau finalement du réseau d'eau, détecter des fuites à moins de 72 heures, réduire les dépenses énergétiques en choisissant le meilleur moment pour pomper l'eau lorsqu'il y a des différences de niveau. Aujourd'hui, cet outil est déployé à Lyon, à Lille et dans près de 25 à 30 villes, avec cette amélioration apportée par le numérique. À Dublin, où on peut prédire l'arrivée des bus, mais plus important, les prédire aussi en termes de maintenance et donc en permanence être capable de faire la meilleure allocation de transport par rapport aux besoins réels des habitants de la ville et à moindre coût. Au métro Stockholm, on utilise l'intelligence artificielle sur l'analyse des bruits et de la dynamique de déplacement des métros et des trams de façon à pouvoir là aussi mieux utiliser les ressources au bon moment. Aujourd'hui, la notion d'hyperviseur commence à être présente dans beaucoup de réflexions des métropoles, et notamment dans la mandature en France qui s'ouvre pour les 5 ans qui viennent. Et les hyperviseurs consistent à avoir une couche supplémentaire de collecte d'informations au-delà des centres de gestion spécialisés sur le transport, sur la protection, sur l'eau, sur les déchets. Rio a été un cas anticipateur finalement de ces hyperviseurs. Nous avons travaillé sur la prédiction de catastrophes naturelles, se sont rajoutés des éléments de vidéoprotection, puis ensuite de mobilité et quelque part un pilotage global. Nous l'avions démontré à Nice dans les années 2014-2016 avec une optimisation des services, par exemple pour optimiser les tournées des points de relevage des points volontaires de décharge, sur la prédiction du flux de circulation à 1 heure, et sur comment finalement corréler des informations sur la pollution avec des déplacements et choisir les moments où les gens peuvent profiter finalement de la meilleure atmosphère pour faire leur footing, par exemple. À Madrid, une plateforme qui fonctionne actuellement avec comme focus majeur de mieux gérer les prestataires extérieurs en optimisation de coûts, d'établir en permanence une relation avec les habitants qui sont capables de communiquer avec la ville par photo, par message, par Internet, et d'orchestrer au mieux la question des travaux, qui est toujours une question difficile dans les villes. Enfin, sur cet axe mobilité, je voulais citer 3 exemples plus spécifiques qui ont été faits pour montrer que, au-delà d'un hyperviseur, au-delà d'un projet structurant pour une métropole, il est possible aussi de développer des usages spécifiques. Et ça serait notre recommandation dans des situations qui, par définition, sont toujours complexes, de démarrer par une thématique, un usage, regarder les données dont on dispose, les compléter et apporter de la valeur rapidement aux habitants qui sont en attente, par définition. On sait que la Hollande est un pays du vélo. Néanmoins, de nombreux vols étaient en augmentation. Et donc, l'autorité de transport a décidé de partager avec nous un dossier, un projet pour mettre en place une plateforme blockchain sur la gestion de ces vélos, sur la protection de ces vélos. Et cette plateforme permet à la fois de récolter les informations physiques, assurantielles du vélo, mais aussi des informations contextuelles par une plateforme IoT qui permet de remonter la position réelle du vélo
dans la métropole et le pays. Autre cas où là, on a utilisé toutes les notions d'analytique, d'intelligence artificielle et de prédiction pour coupler des informations venant du réseau de transport de Singapour, de prédiction d'arrivée, de prédiction d'incidents ou de remontée d'incidents en temps réel, et de tout ce qui concerne le déplacement de la foule, les mouvements de foule et les impacts qui peuvent être sur ces mouvements de foule en fonction de la décision qui est prise. Et aujourd'hui, il s'agit d'un monitoring temps réel qui remonte les incidents, qui permet de mieux comprendre comment les gens se déplacent, de tester l'impact qu'il y aurait sur ce mouvement de foule si telle ou telle décision était prise, et ainsi d'aider le décideur à prendre la bonne décision. Enfin, autour de toute cette notion d'utilisation de la donnée, ici, en partenariat avec Esri, nous avons collecté finalement deux types d'informations. Une information contextuelle dans une métropole sur la dynamique en temps réel de ce qui se passe sur le réseau, et sur la gauche, des éléments qui permettent de mieux maintenir ce réseau et donc de décider de faire, de décaler, d'anticiper des éléments de maintenance en fonction du fonctionnement du réseau. Nous utilisons l'outil Maximo, qui aujourd'hui est utilisé dans la métropole de Bordeaux sur plus de 18 domaines, notamment les bâtiments publics et l'éclairage. Enfin, dernier exemple, un partenariat démarré avec PSA, aujourd'hui avec d'autres opérateurs de voitures, d'automobiles, qui nous a permis de créer une plateforme analytique qui offre des services pour les territoires sur la mobilité, pour mieux aider à prendre des décisions, encore une fois, sur le comportement des gens, pour donner des systèmes d'alerte, faire du comptage, comprendre pourquoi il y a des bouchons à certains carrefours, aider à la décision pour positionner des parkings de covoiturage. Voilà tout un ensemble de références que nous déployons en France et dans le monde. Nous pouvons vous aider à avancer sur ces projets-là pour votre métropole. Et notre recommandation est de démarrer par des cas d'usage spécifiques, en co-création avec les métiers, l'informatique et la donnée, regarder les données disponibles, compléter, démarrer un data lake de données pour partager toutes ces données, et enfin offrir très rapidement en co-création et en agilité les premiers cas d'usage qui feront un impact sur la population. Merci pour votre écoute. Alors on le voit là, on a un panel global des fonctionnalités, je dirais, d'un territoire. On voit que c'est accentué aussi beaucoup sur la mobilité, donc cette présentation donc, du partenaire IBM. Aujourd'hui, justement, Engie, vous qui êtes un intégrateur, donc on parlait de la vision, récupération des informations, supervision, et aujourd'hui on parle d'hypervision. Donc c'est bien là l'objectif recherché, c'est de pouvoir mettre en phase un ensemble de données transverses, hein, c'est ce qu'on disait tout le temps, hein, on disait voilà, on part de silos, donc de métiers au niveau des collectivités qu'on assemble pour pouvoir délivrer un service. Donc dans ce service, on parle de données, ce qui aujourd'hui, la donnée, on parle de données issues de capteurs, mais également de démarches. C'est aussi un petit peu l'intérêt de cette notion de gouvernance. On parle de beaucoup plus impliqué, l'acteur qui est le citoyen est de plus en plus impliqué. Alors vous, justement, Engie, comment vous faites pour intégrer en fonction de ces territoires sur les différentes solutions? Vous partez de la demande client sur une problématique ou vous partez sur la vision et sur un audit complet du territoire pour proposer à la collectivité qui est le représentant des citoyens? Ah, on vous a perdu, on n'a pas le son, excusez-moi. Oui, si j'appuie sur mute, ça ne fonctionne pas. Donc, vous l'avez dit, les systèmes en général qui contiennent cette donnée sont silotés. Et donc, un des enjeux, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils communiquent. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces expertises d'intégration de systèmes d'information. Voilà. Donc ensuite sur quels sont finalement les usages, et ben ça c'est du ressort finalement des acteurs politiques. Ah, on a une coupure.
Les aléas. Eh bien, donc, le l'acteur politique, puisqu'on parle de l'acteur politique, justement, Alexandre Sagné, donc, vous êtes consultant. Donc, vous intervenez, Alexandre, pour les territoires, pour les aider justement dans cette définition, avant qu'ils ne s'adressent à des opérateurs. Alors, justement, la Smart City, comment est-elle ressentie par ces acteurs politiques? Également micro, Alexandre. Oui, on est tous sages, on coupe nos micros pour pas perturber, on coupe tous nos micros pour pas perturber. Merci, pensez à le remettre. Donc, bonjour, je suis Alexandre Sagné, je m'occupe du pôle de conseil en Smart City et transformation des collectivités de NeoEdge. On est établi à Marseille et en fait, effectivement, notre mission, c'est un petit peu de s'occuper des collectivités qui ont pas mal de questions autour de tout ce qui est des Smart Cities. On n'a pas que des grosses collectivités qui ont des équipes impressionnantes à travailler sur les sujets dont on vient de parler, mais de temps en temps des collectivités à taille plus humaine ou différentes qui n'ont pas forcément le background technique pour pouvoir comprendre ce que les gens proposent. On vient de voir une présentation qui parle de data lake, de BIM, etc. Et on voit que c'est quelque chose de très dense. Et nous, on est là un petit peu pour les accompagner en amont et leur apporter notre expertise pour qu'ils puissent comprendre un petit peu où ils se situent et où ils veulent aller, en fait, tout simplement. C'est donc un grand sujet, puisque là, on tape dans des objectifs très ambitieux, environnementaux, énergétiques, sociétaux et bien sûr économiques. C'est porté par les technologies, mais qui sont maintenant assez matures. Donc, on a des catalogues assez complets, des objets connectés, on a entendu parler. Demain, les objets de Internet of Everything, les smartphones, les gens vont venir apporter eux-mêmes aussi de la donnée qui vont s'ajouter aux capteurs qu'on a aujourd'hui. On a aussi parlé de BIM, de blockchain. Donc, certaines personnes ne voient pas forcément dans quel cas ils vont pouvoir adapter tout ça et si éventuellement ils en auront besoin dans leur projet. C'est quand même assez large. Et puis bien sûr la donnée qui est très centrale puisque on a vraiment passé cette phase de collecte et maintenant d'analyse et d'analytics. On a des modèles machine learning, des choses comme ça qui tournent. Et comment en a parlé le précédent, la personne d'IBM, et Engie aussi. Maintenant la data est vraiment centrale et on passe aussi bien d'une approche technologique pure à une approche de gestion de la donnée. Et ces compétences-là aussi peuvent être vite paraître un peu vagues pour nos interlocuteurs. Donc là, on a vraiment beaucoup de sujets autour de la Smart City, parce que finalement, c'est vraiment un agrégat d'énormément de choses. Là, on est toujours dans les Smart City 1.0, on améliore l'existant, on tend vers les Smart City 2.0, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et quand on s'occupe d'une collectivité et qu'on a des choix stratégiques à faire, qui pour la plupart s'étaleront sur le long terme, on peut comprendre que c'est pas forcément simple de savoir sur quelle voie s'engager, sachant qu'il y aura des répercussions quand même à long terme assez conséquentes. Et tout ça adossé pour la plupart sur des technologies qui ne sont pas forcément maîtrisées, du moins compris. Alors nous, on va apporter un petit peu ça dans tout cet écosystème, dans toute cette apparente difficulté qui peut apparaître aux gens à qui l'on propose énormément de produits aujourd'hui. Et c'est vraiment l'équivalent de la transformation numérique qu'il y a eu en entreprise au niveau de la collectivité qui s'adresse aujourd'hui. On prend de la data, on ne fait pas que de gérer, de superviser l'existant, mais on la met en relation avec d'autres données, on peut proposer de nouveaux services. Il y a vraiment énormément de couches qui se rajoutent et on peut vraiment créer de nouveaux usages. Et bien sûr, le citoyen qui devient un peu consommateur de ces nouveaux services peut interagir un peu plus facilement aussi avec sa collectivité et devient vraiment un élément moteur. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on se place en fait pour aider un petit peu tous ces acteurs-là. D'accord. Ouais, alors justement, on en parle. Donc, on a ces problématiques sur les territoires, donc de positionner, de comprendre. On le disait entre l'ADN, la taille, l'implication, la gouvernance. Lorsqu'on parle de data, la data, ce n'est pas forcément de l'open data, c'est aussi des sources d'informations qui permettent du décisionnel, sur les comptages de véhicules, par exemple, ou sur de l'éclairage intelligent, qui a un rôle essentiel en termes de développement durable pour moins consommer, bien sûr, mais aussi la pollution lumineuse.
on est dans tous ces BIM, smart grid, bâtiments énergie positive, etc., dans ce que j'appelle moi de l'écocité. Donc là, ce sont les bâtiments eux-mêmes qui deviennent intelligents, mais ces bâtiments sont au cœur de la ville. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la Smart City, ou tout au moins le projet, a été un projet politique, qui a été porté par le politique aux élections municipales, puisque c'est la notion de ville intelligente, c'est d'intégrer le citoyen. On le voit avec les grands débats sur les infrastructures, notamment la 5G, où on essaye de mettre au cœur du débat pour rassurer sur la data. Je crois que la génération qui arrive sur le territoire aujourd'hui est une génération extrêmement demandeur, extrêmement intéressés et qui souhaitent participer dans cette démarche qu'est la construction de la ville intelligente. Alors justement, vous, comment voyez-vous l'après, puisqu'on a eu les élections municipales qui sont arrivées en plein milieu de cette problématique de pandémie avec la Covid. Donc, comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la Smart City, puisque pour les collectivités, c'est un budget. Ce budget, c'est un manque de ressources et de recettes par l'absence de transport, c'est des dépenses beaucoup plus larges et puis un travail à remettre en route. Donc cette inertie qui aurait pu se passer pendant cette période, pensez-vous que les projets Smart City vont s'accélérer? Alors, de mon point de vue, je pense que la réflexion, justement tout ce temps entre guillemets perdu, a permis quand même de lancer pas mal de réflexions. Et selon les collectivités, ne sont pas toutes égales les unes par rapport aux autres face à la Smart City, mais à différents niveaux, il y aura sûrement des projets. Enfin, nous, c'est ce que l'on voit à notre niveau, c'est-à-dire que d'un certain côté, on va pouvoir optimiser l'existant, faire des projets, on va dire win-win, quick win, assez court-termistes, se lancer sur des projets plus long terme. Après, à définir dans quelle mesure en fait on alloue le budget, parce que à un moment donné, il va falloir toujours voir dans quelle mesure on a un retour sur investissement quand même là-dessus. Donc c'est vrai que le premier facteur, c'est quand même les économies que l'on peut réaliser relativement facilement, à toute proportion gardée, sur l'existant. Mais évidemment, si possible, mettre en parallèle des projets d'un plus long terme, poser une plateforme, une infrastructure qui va pouvoir, une plateforme qui va interagir entre l'infrastructure et les services, qui va pouvoir déjà gérer l'existant et sûrement proposer aux citoyens d'interagir demain avec la Smart City. Là, les collectivités auxquelles on est confrontés ont vraiment envie, ont énormément d'enthousiasme sur le sujet, mais c'est vrai qu'avec la crise actuelle, on ne savent pas vraiment à quel niveau intégrer. Ce qui est sûr, c'est que la démarche d'optimisation et d'économie, elle est évidente et là, elle est chiffrable assez facilement. Mais même si l'enthousiasme est vraiment aussi très fort pour tout ce qui est Smart City 3.0, inclusion sociale, etc., là-dessus, les modèles sont pas complètement définis. Tout reste un peu à créer et on est vraiment dans une étape de réflexion, mais qui est quand même posée vraiment sur la table aujourd'hui. Donc justement, avec les infrastructures, eh bien, aujourd'hui sont fondamentales. Donc les infrastructures télécom, donc le plan de relance économique qui lui permet justement de combattre un petit peu cet électronisme, parce que rappelons quand même que l'électronisme, c'est pas forcément uniquement ne pas savoir lire ou ne pas avoir de smartphone, c'est aussi des personnes qui n'accèdent pas à la data ou qui n'accèdent pas, à Internet parce qu'ils n'ont pas de réseau. Donc c'est aussi des liens importants. Alors justement, on parle des bâtiments parce que le bâtiment c'est quand même le cœur essentiel d'un territoire à la base. Alors Jean-Christophe, vous du côté Euroméditerranée, vous avez réalisé une petite présentation sur la notion du BIM pour bien comprendre le BIM. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, si, il est là. Alors, est-ce qu'on peut passer la vidéo Euroméditerranée? Voilà. Donc là, vous avez une rapide présentation de l'outil que l'on est en train de développer en partenariat avec le CSTB au sein de l'EPA. Donc c'est une maquette BIM et SIM pour City Information Modeling qui nous permet finalement de déjà cartographier et modéliser l'existant et après de venir implémenter le projet urbain qui est en cours de conception et de réalisation sur cette maquette. Donc l'intérêt c'est de pouvoir avoir déjà une vision globale et synthétique de notre projet d'aménagement et de travailler en l'occurrence
sur la carte qui vous est présentée ici, sur ce que l'on appelle Euromètre 2, c'est-à-dire sur un territoire de 170 hectares où on va construire la ville quasiment de zéro, puisqu'on est vraiment sur une friche industrielle. Et donc l'idée, c'est de travailler au travers du BIM et du CIM, bien évidemment la conception à la grande échelle du projet d'aménagement, mais aussi la conception des îlots, des bâtiments entre eux, et d'aller jusqu'à l'intégration de nouvelles outils d'évaluation, évaluation de confort, évaluation énergétique, évaluation aussi quelquefois sur les aspects nature en ville, pour après pouvoir arbitrer, faire des choix sur quel curseur on pousse, et puis évidemment derrière avec les notions de BIM, BIM 5D, les notions de coût en fonction de chacune des hypothèses que l'on modélise. Alors ça c'est à terme, on n'y est pas encore, on est en train de travailler tout ça dans le cadre du partenariat avec le CSTB, et c'est des projets qui sont en cours et qui ont, comme vous pouvez le voir sur les photos, pas mal d'attrait pour nos partenaires publics et privés. Et donc il y a notamment à la COC une salle immersive qui est en accès quasiment libre pour pouvoir un peu avoir sur cet outil qui est le BIM et le CIM. Voilà. D'accord. Donc justement, c'est très important d'avoir cette notion. Donc là, on dimensionne bien, on parle de construction de bâtiments et de mettre déjà au départ la notion de développement durable. Elle est hyper fondamentale. On voit bien que dans ces espaces, dans ces îlots, surtout à Marseille, donc la création d'îlots permettant d'espaces verts, permettant de se protéger de la chaleur ou des espaces où les gens peuvent se détendre en dehors des espaces de bureau. Alors moi, j'ai la particularité de bien connaître Marseille, parce que c'est une ville que j'adore, mais c'est vrai que quand on part d'un territoire qui est neutre, là c'est la réhabilitation d'une fiche industrielle complète, mais c'est peut-être parfois un peu plus compliqué lorsqu'on repart d'un existant sur lequel il n'y a pas forcément de moyens importants pour pouvoir refaire. Alors, je le vois sur la ville de Pau, que je connais bien, dans le cadre de l'Agence nationale de rénovation urbaine. La ville de Pau s'est mis un peu en retrait, mais c'est un bon exemple, je trouve, du développement de la Smart City pour aujourd'hui commencer à s'intéresser. Donc un quartier qui s'appelle le quartier Saragosse est en pleine rénovation. La première des choses, c'est de construire une infrastructure de télécommunication. C'est ce que vous faites au travers du BIM. On vient de le voir, vous construisez les infrastructures pour pouvoir permettre de collecter ces informations. Donc, on est conscient que le service qu'apporte la collectivité à un territoire, c'est aussi le mieux vivre ensemble. Donc, c'est vraiment un engagement politique. Et c'est cet engagement politique qui va derrière développer la notion de moyens. Alors justement, Philippe, vous qui intervenez auprès des collectivités, donc vous êtes aussi donc bien sûr Marseille, donc cet engagement politique, est-ce que vous allez le chercher avec des opérateurs, avec des solutions auprès donc des décideurs politiques? Hop, on a perdu. Parce qu'on n'a toujours pas récupéré Engie. Vous m'entendez, Philippe? Alors, visiblement Philippe ne me reçoit pas. Jean-Christophe, voilà, vous m'entendez, donc c'est très bien. Tout va bien de mon côté. Bon, bah c'est parfait. Philippe, vous m'entendez? Pas Philippe, pardon, excusez-moi. Jean-Christophe, je me suis trompé, excusez-moi. C'est Alexandre. Alexandre, oui. Vous m'entendez? Oui, la question était pour vous, excusez-moi, j'ai été en Philippe parce que j'étais en train de réfléchir à la démarche d'IBM, la démarche commerciale, mais je m'adressais bien à vous. Donc, vous, de votre côté, comment arrivez-vous à proposer des solutions auprès des collectivités, donc on l'a bien dit, de tailles différentes, donc avec un opérateur comme là, Euroméditerranée, le projet Euroméditerranée est un projet relativement significatif, là on part d'un territoire neutre, mais on part aussi parfois de territoires existants. Donc comment arrivez-vous à convaincre le politique d'aller vers une solution de création d'une infrastructure, de moyens, de rénovation urbaine, puisque c'est des projets quand même relativement ambitieux, parfois, pour pouvoir développer la Smart City? Alors, dans la première étape, c'est déjà de faire un petit peu le tour de ce qu'a fait l'état de la maturité un petit peu numérique de la collectivité, et de confronter ça un petit peu à des cas d'usage qui se trouvent être un petit peu sur la même ambition. Et donc, on peut déjà commencer à parler d'équivalents qui ont déjà, parce que c'est quand même un sujet qui maintenant a une certaine maturité, on a déjà des retours de mise en place, de cas d'usage qui sont
qui reviennent. Et donc, à partir de ces cas-là, en fait, un échange est, nous échangeons avec le maire ou les personnes qui sont un petit peu en charge de ça, et tout simplement, on n'a pas de solution, en fait. Ce serait mentir que de dire qu'on a une solution magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Mais c'est vraiment suite à des échanges successifs qu'on peut établir un dialogue. Et lorsque c'est fait, vraiment, au cas par cas, on arrivera à définir un petit peu ce sur quoi la collectivité voudra, le chemin sur lequel elle va aller. Nous, on leur donne les clés. On n'est pas des vendeurs de solutions clés en main sur étagère ou prêtes à paramétrer. Et c'est vraiment le plus important, c'est vraiment la compréhension dans sa globalité de la Smart City qui fait que telle ou telle municipalité ou collectivité va aller dans une direction plutôt qu'une autre. Mais il n'y a pas de schéma préétabli, sinon ce serait un petit peu trop facile. Oui, bien sûr. Donc, alors justement, donc on a perdu la connexion avec Paul-Emmanuel de la CNJ. Donc je vais en reparler un petit peu de l'historique. Je vais refaire un peu le parallèle angevin puisque je suis angevin. Mais avec ANJ, ce qui s'est construit, c'est que justement cette démarche a été d'abord la mise en place d'un écosystème d'acteurs du numérique et donc des objets connectés. Donc Angers est un berceau de l'électronique depuis de nombreuses années. Donc ça a été d'abord de mettre en place une labellisation IoT dans le cadre de French Tech qui a permis de créer cette dynamique. Et cette dynamique s'est appuyée sur indépendance, sur une association, l'association PAVIC, donc qui est une démarche dans laquelle on avait une gouvernance répartie entre les institutionnels, la collectivité, le monde académique avec ses écoles d'électronique et des entreprises, grands groupes et start-up. Donc le tout en fait de cette association, c'est par le biais de l'expérimentation, en expérimentant des solutions, en faisant des petits POC sur des réalisations. Et cette réalisation qui a été faite a permis de définir un peu les attentes et jouer un rôle de pédagogie auprès des acteurs du numérique, donc des acteurs de la collectivité. Donc ça a été un rôle important puisqu'il y a eu des workshops, on a travaillé, on a construit, donc c'est de la co-construction. Et ensuite, ces expérimentations qui ont été développées ont permis justement à la collectivité de se lancer dans un appel d'offres. Alors plutôt qu'un appel d'offres, je veux dire un dialogue compétitif où là donc des groupements se sont constitués donc avec Engie, donc Cyrabel pour la partie jumeaux numériques. Donc cette démarche qui a été faite par le territoire est née aussi surtout d'abord d'une volonté politique de Christophe Béchu, maire-président d'Angers. Donc c'était une volonté d'accélérer la transition écologique, la transition numérique, lutter contre l'électronisme en proposant cette solution, un marché de 160 millions d'euros sur 10 ans. Aussi de générer de l'économie, puisqu'il y a des attentes sur le point. Et là, les différents groupements qui sont posés, c'était assez intéressant, c'est de voir des groupements. Alors celui qui a remporté, donc c'est Engie, avec le groupe Vive, qui va s'occuper de la partie santé, le groupe La Poste, qui intervient aussi, et Suez, qui est l'acteur pour toute la gestion de l'eau, de l'arrosage automatique, etc. Donc on voit bien que ce sont des regroupements de compétences qui viennent s'associer sur un ensemble de silos, et qu'une démarche, en effet, c'est surtout une démarche d'information et d'acculturation pour la Smart City. Alors ça, c'était pour laisser un peu la parole à notre ami Engie, qui malheureusement a quelques problèmes de connexion, ce sont les aléas du direct. Alors justement, je reviens vers vous, Jean-Christophe. Alors, en tant que local de l'étape, je dirais aussi avec Alexandre, donc Marseille, les grands projets, vous avez eu des grands projets donc qui sont lancés. Alors, l'objectif, l'étape d'après, une fois la construction de cette infrastructure, quelles sont-elles? Quels sont les grands enjeux pour une ville comme Marseille en matière de Smart City ou de ville intelligente, si vous permettez? Alors c'est compliqué parce que on peut adresser beaucoup de sujets, beaucoup d'acteurs, et nous on n'est qu'une brique dans la mécanique, donc je ne peux pas parler à la place des collectivités ou des acteurs privés. De mon point de vue aujourd'hui, il y a un sujet qui est central et qui est pris, on va dire, à bras le corps par la collectivité, en particulier la métropole, c'est le sujet de la mobilité. Marseille est une commune très très grande. On rentre Paris et Lyon dans le 9e arrondissement de Marseille. Donc cette question de la mobilité est un vrai sujet, comme globalement la problématique de tous les réseaux. C'est-à-dire qu'effectivement on est sur une ville qui est très étendue, donc les réseaux hydrauliques
les réseaux électriques, l'éclairage public sont des sujets, à mon sens, centraux où je pense la collectivité a tout intérêt à investir. En tout cas, ils l'ont fait d'ores et déjà sur le sujet de la mobilité pour apporter un service de qualité, mais aussi peut-être rationaliser les coûts de fonctionnement de ce territoire qui est difficile à gérer. Et de mon point de vue aujourd'hui sur le volet qui me concerne plus directement, nous on a une grosse réflexion sur le volet smart grid qui est aussi un sujet complexe puisqu'il interagit à plusieurs échelles, l'échelle de l'utilisateur final qui doit être monitoré en termes de confort, de consommation d'énergie, l'échelle de la copropriété, l'échelle de l'îlot, l'échelle du quartier, puis l'échelle du réseau électrique quasiment régional. Donc une multitude d'acteurs derrière tout ça. Et donc un des sujets sur lesquels on essaie d'investir, en tout cas on continue d'investir, c'est sur ce sujet du smart grid avec les fonctionnalités que j'évoquais, c'est-à-dire monitoring énergétique, pilotage intelligent, agrégation des données. Voilà. Oui. Alors justement, on a une petite question. On parle de la protection des données dans les projets de Smart City et du respect du RGPD. Alors, c'est une question assez intéressante. Déjà, il faut, je pense, découper. Il y a trois niveaux de données. Quand on parle de data, on parle d'abord de data qui sont des data émises par des capteurs, qui sont des data techniques sur lesquelles ce sont en fait une phase où on a d'un côté l'acquisition de la donnée, qu'elle soit thermique, un contact sec pour une ouverture, pour un incident, etc., ou d'hygrométrie, on la transporte et on l'amène sur un système. Donc là, ce sont des systèmes, là on est vraiment en Internet of Things, on est vraiment d'outil à outil. Alors là, justement, on pose la question de la donnée, donc là on parle de la donnée utilisateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute personne ayant un smartphone émet de la donnée. Donc ce n'est pas lié à la collectivité, ce n'est pas lié à Smart City, mais c'est lié à l'usage d'une infrastructure télécom. Alors comment alors on va peut-être s'adresser peut-être plus à Alexandre, comment vous gérez ces questions auprès des collectivités sur l'inquiétude que peuvent avoir des citoyens sur l'usage qui est fait de leurs données. C'est vrai que ça a été une préoccupation forte dans le dialogue compétitif en juin, puisqu'on avait un opérateur de santé privé. Comment assurez-vous du bon respect du RGPD, sachant que ce RGPD il est bien français, on parle bien d'une norme, donc là dès qu'on a des touristes étrangers qui viennent, surtout sur une grande ville de Marseille, donc comment vous positionnez est-ce que c'est une question que vous rencontrez souvent, Alexandre, dans vos approches avec les territoires? Alors, c'est une préoccupation qui nous est remontée, évidemment. À notre niveau, comme vous disiez, il y a différents types de flux de données, sachant que les collectivités, finalement, captent très très peu de données personnelles, la majorité étant données par l'activité du citoyen par son smartphone à d'autres groupes. La majorité des données, en fait, qui sont collectées par les collectivités sont décollées des données, comme vous disiez, issues de capteurs et ce genre de choses. Ce qui est intéressant, nous, ce que l'on préconise de toute manière, c'est l'anonymisation, comme on dit, by design, c'est-à-dire dès la conception des outils, de manière à traiter des flux de données, car ce qui nous intéresse, c'est pas le comportement d'une personne en particulier, mais c'est vraiment cette notion de big data ou de full, c'est vraiment des flux. Donc c'est vraiment les flux que nous traitons. Donc, si ça porte pas vraiment préjudice l'anonymisation lorsqu'elle est prévue en amont, et c'est là où c'est le plus important, c'est effectivement faire en sorte de s'assurer que des données personnelles et surtout sensibles n'apparaissent pas. Mais à partir du moment où ces données sont anonymisées dès le début, en fait, ça ne porte pas préjudice sur les traitements à venir. C'est vraiment pas le cœur de ce que l'on cherche, en fait. Oui. Alors tout à fait, justement, je crois que en conclusion, on a fait un petit peu un panel, mais donc déjà, ce sont des questions qui nous sont souvent posées. Donc nous, dans le cadre de notre magazine, vileintelligente-mag.fr, donc il y a un magazine citoyen qui à la base parle plutôt des usages, donc j'en profite pour faire un peu d'autopromotion. Donc cette notion de données est une notion qui est importante, mais aujourd'hui qui est dans un cadre
parfaitement légal et respectueux justement de la préservation de l'anonymat des utilisateurs, avec en plus les nouveaux aménagements au travers des opérateurs, c'est l'anonymisation des MAC adresses. Donc là, on rentre vraiment de plus en plus. Donc il y a des briques qui se construisent, mais surtout de faire très attention. Je crois qu'il y a une évolution, hein, on est dans un changement, une troisième révolution qui est la révolution du numérique. Ce train est en marche de toute façon. Ce qu'il faut, c'est être vigilant, mais il ne faut pas s'opposer sur des innovations, sur des essais. Il y aura forcément, je dirais, des aménagements à faire dans le temps. On sait que le législatif français a toujours un petit peu plus de mal à suivre l'innovation, ce qui est logique. On est sur des schémas mondiaux hein, en termes d'objets déconnectés. Donc là, on est prudent. Avec les collectivités, on a quand même une grande sécurité parce que c'est pas un but économique, donc comme une entreprise privée. Mais je pense que aussi le citoyen doit être en déclaratif, faire confiance aussi à un système qui est la collectivité, qui n'est pas forcément une entreprise privée avec un intérêt privé et sur lequel les conclusions seront différentes. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup. Désolé encore pour nos auditeurs de ces petits désagréments et pour notre ami donc Paul-Emmanuel qui a un problème de connectivité. Donc merci beaucoup de votre présence, de votre participation et je remercie bien évidemment la COQ pour nous avoir accueillis, nous avoir permis d'émettre donc ce point de vue, cette discussion sur la Smart City, le BIM qui n'est pas un sujet forcément très simple. Merci et à bientôt à tous. Merci, au revoir. Au revoir.